Bonsoir à tous et bienvenue pour notre nouveau et dernier live de la saison qui aura comme sujet la correction de copie d'un sujet d'analyse de texte comparé, un sujet totalement inédit. Donc, petit rappel, le concours Tremplin 2 s'adresse aux étudiants qui ont un bac plus 3 ou un bac plus 4 pour intégrer le programme Grande École de Kedge Business School Bordeaux-Marseille ou Neoma Business School Reims-Rouen sur les 2 dernières années, Master 1, Master 2. Les inscriptions pour le concours Tremplin se terminent très bientôt. N'oubliez pas la date, c'est jusqu'au 23 mars. Chaque année, on en a qui ratent, je suis obligée de vous le redire. Donc n'hésitez pas à le faire tout de suite. Vous avez aussi tous les anciens lives à revoir. Et maintenant, je vais vous laisser avec notre professeur Benjamin qui va vous faire la présentation et la correction. Nous avons reçu plus d'une dizaine de copies, donc merci à tous. N'hésitez pas à nous dire que vous êtes là. Posez vos questions et dites-nous tout ce que vous pensez de ce live. Merci à tous. Merci Charlotte, merci et bienvenue pour ce live dédié donc à l'épreuve d'analyse de texte comparé du concours Tremplin 2. Charlotte vous le disait, il vous reste un peu moins de 10 jours pour vous inscrire au concours, donc si cette formalité administrative n'est pas encore accomplie, ne tardez pas. En revanche, vous avez plus de temps évidemment pour préparer le concours, pour vous entraîner et pour progressivement apprendre à dominer cette épreuve d'analyse de texte comparé dont nous allons parler aujourd'hui ensemble et que nous allons étudier à travers vos copies puisque vous avez été nombreux à nous envoyer vos copies et on va les regarder ensemble. J'ai plein de choses à vous dire, je les ai étudiées attentivement. Il y a de très bonnes choses, il y a des choses moins réussies, mais c'est exactement pour ça que je suis là. Je suis là pour vous expliquer comment ça marche cette épreuve, ce qu'on attend de vous, quelles sont les attentes du jury, et vous montrer des exemples de choses qui sont réussies, de choses qui sont moins réussies aussi, pour vous préparer au mieux à cette épreuve du concours. Alors, vous n'hésiterez pas, s'il vous plaît, à me poser vos questions directement dans le chat et j'y répondrai avec grand plaisir. Et on attaque tout de suite avec simplement un coup d'œil sur un sujet. Pour commencer, voilà à quoi ressemble un sujet d'analyse de texte comparé au concours écrit comme Tremplin 2. Vous voyez que ça, c'est la page de garde, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais dès la page 2, le jury décrit comme Tremplin 2 a la gentillesse de vous rappeler l'essentiel de la consigne, des règles du jeu qui vous sont rappelées à travers d'abord cette définition qu'on voit ici en gras. L'analyse de texte comparé consiste à identifier une problématique commune à plusieurs textes. C'est l'originalité de cette épreuve qui va vous présenter un dossier documentaire. On les trouve là. Vous avez en général une dizaine de textes. Donc vous voyez que ce dossier, c'est pas rien de se le mettre sous la dent. C'est une dizaine de textes. Vous allez devoir identifier la problématique commune à ces 10 textes et la formuler sous la forme d'une question, on y reviendra, et répondre à cette question dans un développement structuré. Ça veut dire une structure, ça veut dire un plan, plusieurs parties, 2-3 parties, pour rendre compte de tous les textes, l'idée d'exhaustivité qui est importante, et des relations qu'ils entretiennent. Il s'agira de confronter les textes, de les comparer et de mettre en scène leur convergence et leur probable divergence aussi. Alors les 4 recos qui vous sont rappelés par le jury et qui sont très importantes, grand 1, donner un titre au devoir. Et ce titre, on vous dit qu'il prendra la forme d'une question, d'accord? Une question, pas autre chose. Donc il faut être docile et respecter ici les souhaits du jury. Une question pour faire apparaître le thème du dossier, premièrement, et deuxièmement, le problème commun au document. Le jury vous rappelle que le titre que vous donnerez à votre synthèse doit exprimer à la fois le thème du dossier, ce dont il est question, et le problème posé par les documents, la problématique sous-jacente. Point de vue neutre et objectif ensuite. Donc neutre et objectif, ça veut dire pas d'ajout d'idées extérieures au dossier, pas de jugement d'opinion personnelle sur les idées du dossier. Ensuite, troisième recommandation, un format imposé, la taille d'une copie d'examen, un peu plus de 3 pages du coup,
Et quatrième recommandation, la qualité de l'expression, l'orthographe en particulier, fera partie évidemment des critères qui présideront à votre évaluation. Et puis après, dans un sujet, vous avez le dossier documentaire, donc le sujet sur lequel on vous a proposé de travailler ici. Le voici, vous voyez que les documents portent des titres, et quand vous commencerez l'épreuve, je vous encourage à passer en revue rapidement les titres des documents, parce que vous allez voir, c'est tout l'enjeu de la première prise de connaissance qu'on va faire du sujet. Vous allez voir qu'on peut déjà commencer à opérer ce double cadrage thématique et problématique qu'on vous demande de faire ici, dans la question titre, puisqu'on vous dit faire apparaître le thème du dossier, de quoi ça parle, et le problème. Quel est le problème? Eh bien, de quoi ça parle? La parité homme-femme est-elle respectée au sein du CAC 40? On a déjà une forte présomption sur le cadrage thématique autour de la parité homme-femme, mais pas seulement. Le CAC 40, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est dans la sphère économique. Mais qui va garder les enfants? Deuxième document. Troisième document, les quotas de parité. Tiens, c'est le retour de la parité. Doivent-ils s'appliquer à l'entreprise, le retour du thème économique, comme à la politique? On voit ici que la parité, c'est une thématique qui peut s'appliquer à l'entreprise, mais aussi à la politique. 5 pratiques pour booster la parité en entreprise. Voilà une confirmation quand même. La parité en entreprise. Quel serait l'impact de la parité dans les entreprises? Bon, je m'arrête là parce que vous avez compris l'idée générale. En screenant comme ça le dossier très rapidement et en lisant uniquement pour l'instant le titre des documents, je comprends qu'il s'agit d'un dossier sur la parité homme-femme dans les entreprises. Alors, qu'est-ce que vous en avez fait de ce dossier? C'est ça le plus intéressant aujourd'hui, c'est d'aller vraiment regarder les copies que vous nous avez fait parvenir. Et je voudrais aujourd'hui vous faire un peu pénétrer dans la psychologie du correcteur de concours et vous dire ce qu'on attend de vous et comment vous serez évalué le jour du concours. D'abord, une première chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que l'aspect extérieur de votre copie, son aspect formel, matériel, le soin, la graphie, la mise en page, tout ça, sont des choses qui comptent beaucoup, d'accord? C'est la première image que vous allez donner de vous au correcteur et elle dit déjà beaucoup de vos compétences et de vos qualités personnelles. C'est pour ça qu'il faut apporter le plus grand soin à l'aspect formel et extérieur de la copie. Et là, je montre par exemple la copie de Jade qui est tout à fait réussie de ce point de vue, dans la mesure où vous voyez une copie très soignée, aucun pâté, aucune rature, etc. Une écriture qui est très régulière, agréable à déchiffrer, tout à fait lisible. En revanche, s'il y a un défaut Jade dans ta copie sur l'aspect formel, c'est sur la mise en page. Ce que j'observe, c'est des retours à la ligne sans alinéa. Et ça n'existe pas. C'est un non-sens typographique. Quand on revient à la ligne, quand on passe à la ligne, il faut respecter un alinéa et ouvrir un nouveau paragraphe. Et ce que je vois dans cette copie, c'est un morcellement en beaucoup trop de paragraphes. C'est-à-dire que la structure de la copie, je vous rappelle que c'est un des enjeux de structurer votre réflexion, elle est rendue apparente par la mise en page. Mais ici, on a un peu de mal, Jade, à comprendre la structure de ton devoir parce qu'on a une copie qui est vraiment morcelée en un trop grand nombre de paragraphes. Et puis, il y a des sauts de ligne qui sont trop fréquents pour pouvoir être des sauts qui marquent la différence entre une première partie et une deuxième partie, par exemple. Donc, on a un peu de mal à s'y retrouver dans cette copie de Jade au niveau de la mise en page, mais sinon c'est un exemple de ce qu'il faut faire en termes de propreté, de graphie, etc. On peut regarder quelques autres copies peut-être, ici la copie de Marine par exemple, et vous voyez que on a des choses qui sont un peu moins bien, c'est notamment les pâtés de Tipex. Alors c'est pas des pâtés parce que là c'est un Tipex lisse qui est utilisé, c'est mieux que les pâtés, mais c'est vrai que l'usage du stylo plume qu'utilise je pense Jade ici permet d'être parfois plus propre
que le stylo Bic. Alors cette copie, pardon, est assez illisible. Ce que je constate aussi ici, mais on y reviendra, c'est un premier problème, c'est le plan apparent qui ne fait pas partie des attentes de l'épreuve. On vous conseille au contraire de produire un plan qui est entièrement rédigé. Ici, on a un autre exemple, peut-être celui de Quentin, qui, lui, manie tout à fait bien le stylo plume et l'effaceur que le stylo plume autorise et présente une copie, voilà, de l'effaceur ici. Vous voyez que c'est moins gênant qu'un pâté de Tipex et ça autorise une copie qui est parfaitement dépourvue de rature. Donc ça, c'est une première chose, le soin, la graphie, la mise en page, on en a parlé également. Une chose qui se voit là encore de l'extérieur, je ne vais pas commencer à lire les copies parce qu'il y a une chose très importante, c'est le format. Hein, vous vous souvenez, dans les recommandations qui vous sont faites au début de l'épreuve, vous avez la recommandation numéro 3, votre devoir ne devra pas excéder la taille d'une copie d'examen. Alors évidemment, la copie de concours, elle est amputée, vous le voyez, hein, de toute une partie de l'espace de la page, parce qu'il y a des cadres qui permettent de rendre des copies anonymes, etc. Mais ce qu'on voit ici, par exemple, sur la copie de Jade, c'est qu'on a une page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, c'est un peu long. D'accord, je dis un peu long, je pourrais dire c'est beaucoup trop long, mais je prends en compte aussi le fait que Jade a une écriture plutôt grosse, donc c'est un peu quand même au-delà de la taille conseillée. On donne une latitude, hein, puisque le jury précise que le dépassement du format attendu peut se justifier par la qualité exceptionnelle de la copie. Alors, est-ce que la copie de Jade est d'une qualité exceptionnelle et justifie ce dépassement? C'est ce qu'on verra tout à l'heure en lisant sa copie. Mais je signale déjà ici que sur le format, il y a une forme de dérapage qu'il faut essayer d'éviter. Et d'ailleurs, quand on regarde vos autres copies, on voit que vous êtes globalement dans les clous et que vous respectez les 3 pages et un peu plus qui sont attendues de vous. Attention quand même, une copie d'examen, on n'écrit pas tout à fait la même chose que dans une copie comme ça. Donc, je vous encourage à vous entraîner si vous entraînez avec des marges et avec un nombre de lignes qui ne soit pas trop important. Et vous aviez la copie type Ecricom qui vous a été donnée dans le cadre de cette opération de correction de copie en ligne. Je m'arrête là sur l'aspect extérieur ou peut-être une toute dernière remarque qui concerne l'équilibre des parties. Ça, c'est une chose intéressante aussi qui se voit à l'œil nu, j'allais dire. C'est les grands équilibres de votre développement. L'idée, c'est qu'une bonne copie respecte l'équilibre. En gros, on n'est pas à la ligne près, mais l'équilibre entre les différentes parties du développement. Si votre deuxième partie est 2 fois plus courte que votre première partie et votre troisième partie 2 fois plus courte que la deuxième, ça c'est un défaut classique. Au passage, une façon facile de régler ce problème, c'est peut-être de ne pas faire 3 parties si vous pensez que vous n'allez pas être capable de tenir sur la longueur ou que vous avez ce risque de déraper sur la première partie. En tout cas, ce que j'observe ici dans la copie de Lucille, par exemple, c'est que j'ai un plan ici qui est annoncé en fin d'introduction qui me parle d'une première partie ici et une deuxième partie là. L'État, première partie, a un rôle à jouer dans la lutte des inégalités hommes-femmes. Contre les inégalités hommes-femmes serait mieux, mais qu'il est limité de par, attention à l'orthographe, hein, 4e recommandation, de par, ça ne prend pas de T, qu'il est limité, le rôle de l'État, de par le caractère privé des entreprises. Donc la première partie commence ici, et on a ici un peu moins d'une page, 2 pages, 2 pages en gros, hein, à peu près pour cette première partie. Et la deuxième partie qui commence ici, et qui est marquée par le connecteur logique, et ça c'est bien, je te félicite Lucille, parce que tu vois que je n'ai aucun doute sur le fait que ta deuxième partie commence bien ici, mais cette deuxième partie, elle est très courte. Elle est très courte, le pour conclure, alors ça je m'en passerai, un petit ainsi virgule aurait été peut-être plus élégant, mais le pour conclure a le mérite de la clarté, c'est ici la conclusion du devoir de Lucille, et donc ce que je comprends, c'est que la deuxième partie, elle fait moins de la moitié
de ce que faisait la première partie en termes simplement de volume. Donc vous voyez que on voit des choses à travers l'aspect formel et extérieur et qu'il faut accorder le plus grand soin à la graphie, à la présentation, à la mise en page, mais aussi à la gestion du temps que traduit cet aspect extérieur de la copie, puisqu'ici c'est probablement un problème notamment de gestion du temps qui a contraint Lucile à faire une deuxième partie un peu courte. Alors, je vois qu'il y a des questions. Il y a des questions de Margot je vais y répondre tout de suite. Mais j'ai plein de choses à vous dire encore dans les copies, donc on va continuer. Mais simplement, je réponds à Margot qui demande, premièrement, faut-il citer entre guillemets des parties de texte pour argumenter et justifier? Et faut-il citer les auteurs des différents textes? Alors Margot, on y reviendra. La citation, la pratique de la citation n'est non seulement pas du tout obligatoire, mais elle est plutôt déconseillée au sens où il y a un vrai risque de présenter au correcteur un montage de citations, un patchwork de citations, et c'est pas du tout l'esprit de l'épreuve. L'esprit de l'épreuve, c'est qu'on attend de vous un commentaire, une analyse des textes qui sont dans le dossier. En revanche, vous avez le droit de sélectionner, si c'est vraiment pertinent, quelques citations très bien choisies, courtes, des formules qui n'appartiennent qu'à l'auteur et qu'il serait difficile de reformuler. Ça, c'est possible, à condition évidemment de mettre les guillemets, de préciser qui est l'auteur de cette citation et d'intégrer ça le mieux possible dans votre développement. J'ajoute, à condition de ne pas abuser des bonnes choses et de ne pas abuser des citations en particulier. Je vois une autre question, c'est faut-il citer les auteurs des différents textes? Alors là, la réponse est oui. Si tu entends par là, faut-il mentionner par leur nom les auteurs des textes? La réponse est oui, absolument. Il faut faire référence explicitement aux auteurs des documents et non s'approprier leurs idées dans un développement qui ne ferait plus jamais référence aux auteurs des documents. Est-ce pénalisant de ne pas utiliser tous les textes? Demande Margot à nouveau. C'est pénalisant, oui, dans le sens où toute chose égale par ailleurs, un devoir sera forcément meilleur s'il mobilise tous les textes du dossier que le même devoir qui évacuerait certains des textes. Il n'y a pas dans le dossier de texte piège qui soit là pour décorer ou qui n'ait pas quelque chose à apporter au dossier. Donc oui, c'est pénalisant. Attendez-vous enfin une ouverture à la fin de la conclusion. Ça, je dirais que c'est une question plus technique qui est très accessoire et comme on le verra, la conclusion gagne souvent à être courte, à être très brève, et l'ouverture est je dirais, une cerise sur le gâteau qui n'est pas du tout indispensable, et ce n'est pas là-dessus, de toute façon, que vous serez évalué. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la méthode de l'épreuve ou sur les attentes du jury, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant, je continue et je voudrais parler d'une chose qui est très importante et qui est la seconde chose que voit le correcteur après avoir pris connaissance de la copie dans son aspect extérieur. Ça, on vient de le voir, je n'y reviens pas. La deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va lire, non pas encore toute la copie, mais le titre. Le titre, encore faut-il qu'il soit présent. Encore faut-il qu'il soit présent, et ici, je dois vraiment vous mettre en garde contre l'oubli du titre qu'on va trouver par exemple dans la copie de Sarah et qui est une erreur qui est vraiment regrettable parce qu'elle est facile à corriger et le titre compte pour beaucoup dans cette épreuve pour montrer au correcteur que vous avez bien compris ce qui fait l'unité du dossier, quel est son thème et quel est le problème sous-jacent. Alors je dis que Sarah a oublié le titre, je ne sais pas, parce que en tout cas, il n'y a rien qui formellement me laisse penser que c'est un titre. Quand je lis, en revanche, l'introduction, l'égalité homme-femme au sein des entreprises, un combat qui dure, point. Est-ce que c'était ça, en fait, le titre? Mais dans ce cas, il faut l'isoler du reste de l'introduction. Et, quoi qu'il en soit, ce titre n'est pas un titre conforme à l'attente exprimée par le jury dans les recommandations que vous retrouverez, hein, je vous le redis, en page 2 du sujet. Regardez ça, vous devrez donner à votre devoir un titre qui prendra la forme d'une question. Une question et pas autre chose. C'est la forme la plus appropriée pour exprimer un problème et c'est donc la seule forme qui convienne dans le cadre de cette épreuve. C'est aussi ce que, Lucile, tu as oublié.
lorsque tu me proposes un titre comme celui-ci, la légitimité de la mise en place de la parité homme-femme dans le monde professionnel, c'est un titre qui est presque très bien. Je dis presque très bien parce qu'il ne respecte pas la forme interrogative qui est préconisée par le jury. Et c'est une toute petite chose à corriger, hein, Lucille, mais ça va jouer favorablement sur le jugement du correcteur, transformer ce titre en une question. Et je vous invite à le faire tout de suite dans le chat, d'ailleurs, parce que je vous trouve bien discret pour l'instant. Donc n'hésitez pas à reformuler dans le chat cette proposition de Lucille pour en faire une question, et vous verrez qu'on peut obtenir un très bon titre pour ce sujet, puisque sur le fond, Lucille, c'est bien ce que tu as fait ici. J'ai d'abord parité homme-femme, j'ai le cadrage thématique, je dis dans le titre de quoi parle le dossier, et je le dis de façon suffisamment précise. Ça, c'est très important, on va y revenir, mais j'ai cette précision, la parité homme-femme dans le monde professionnel. Et donc, je ne me contente pas de donner le thème global et large du dossier, je le précise autant que je peux sans nuire à la cohérence de mon titre avec le dossier. C'est-à-dire que c'est très important de ne pas préciser le cadrage thématique de façon trop importante et au risque d'exclure certains documents du dossier qui ne rentreraient plus dans le titre. Mais ici, c'est parfaitement bien fait, parce qu'effectivement, c'était un dossier sur la parité homme-femme en entreprise. Hein, vous vous rappelez, quand on a scanné très rapidement les documents du dossier, on a vu que c'était toujours sur la parité homme-femme dans l'entreprise. Et puis, ce qui est bien aussi dans le titre de Lucille, c'est qu'on n'a pas seulement le cadrage thématique, on a aussi un cadrage problématique avec ce mot de légitimité, qui problématise effectivement le sujet en disant la parité homme-femme, est-ce qu'elle est légitime dans le monde professionnel? C'est une question, c'est un problème intellectuel, un problème théorique, et si ce problème est effectivement cohérent avec les textes du dossier, ça pourrait tout à fait faire une bonne problématique. Et donc, je suis très heureux de voir que vous avez fait ce travail de retranscrire ce titre sous la forme de question. Et Jade, bienvenue Jade, et heureux de te voir. Je pense que c'est peut-être la même Jade que l'auteur de cette copie magnifique dont je redis la grande qualité, au moins visuelle, à ce stade. Donc Jade, tu proposes pour reformuler le titre de Lucille sous forme de question, la parité homme-femme est-elle légitime dans le monde professionnel? Et j'approuve et j'applaudis. C'est très bien, c'est tout simple, mais c'est un détail qui montrera au jury que vous respectez la consigne. Donc, la proposition d'Alexandre marche très bien, elle aussi, je vous la lis. La poursuite d'une parité homme-femme dans le monde de l'entreprise est-elle un objectif légitime? Impeccable. La proposition de Thomas, en quoi la mise en place de la parité homme-femme dans le monde professionnel est-elle légitime? Cette proposition, Thomas, elle me va presque très bien. Je dis presque, et les autres peuvent peut-être, si vous lisez la proposition de Thomas dans le chat, vous pouvez voir ce qui me chiffonne, ou Thomas, toi-même, encore mieux, en te relisant, tu vas peut-être comprendre ce qui me tarabuste. C'est la façon dont tu écris « est-elle », puisque ça compte beaucoup, ça, dans une problématique, c'est la correction grammaticale. Donc la parité est-elle légitime? Tu écris cela, et évidemment, ce T est en trop, puisque tu n'as pas besoin ici d'intercaler un T euphonique. Est-elle? Ça s'écrit comme ça. Voilà, j'en profite pour vous rappeler que l'orthographe, la grammaire, la syntaxe comptent beaucoup aux yeux des membres du jury qui sont en général de fins lettrés et qui seront sensibles à votre tenue linguistique. Donc, relisez-vous au cours de la rédaction, progressivement, paragraphe par paragraphe, ce qui est souvent une meilleure forme de relecture que la relecture finale, qui est toujours hasardeuse et parfois inefficace. Ok, on revient sur cette histoire de titrage. Vous voyez que vous aviez là un titre proposé par Lucille qui était
presque parfait. Il y avait juste le respect de la forme interrogative qu'il fallait ajouter. Je voudrais maintenant regarder un peu la proposition d'Héloïse. J'ai vu que tu étais avec nous ce soir, Héloïse, et je te souhaite la bienvenue et je te remercie de nous avoir fait parvenir ta copie. Héloïse propose comme titre « Est-il possible d'envisager une réduction significative des inégalités entre les hommes et les femmes dans les sociétés développées ?» Attention à l'oubli de l'accent aigu sur le « et » de « développer ». Alors Héloïse, ici, on a pour le coup une question, c'est une vraie question, c'est une bonne question au sens où la question se pose effectivement de savoir si c'est possible ou si les obstacles sont trop importants pour considérer que c'est une ambition réaliste, etc. Ce qui me dérange un peu plus, c'est le cadrage thématique. Pas le cadrage problématique pour l'instant, mais le cadrage thématique. Parce que on me parle bien des inégalités entre les hommes et les femmes, et là je suis dans le thème, ça me va, mais dans les sociétés développées, là j'ai un élargissement en fait du sujet qui devient plus large que le sujet réel qu'on va trouver dans le dossier. Au sens où le dossier ne parle pas des inégalités entre hommes et femmes dans les pays développés. Ce que j'entends par société, dans le contexte que tu donnes là, dans les sociétés développées, je comprends moi, dans les pays développés par opposition aux pays en développement, en voie de développement, comme on disait autrefois. Et ça, c'est trop large, en fait, parce qu'il n'est pas question dans ce dossier des inégalités politiques entre les hommes et les femmes, par exemple, mais bien exclusivement des inégalités entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise, dans le monde du travail. Et donc, on a ici un cadrage thématique qui est un peu trop large, et c'est d'ailleurs un défaut qui est partagé par plusieurs d'entre vous, et je pense notamment à Jade, qui nous propose ici une problématique intéressante au sens où elle propose un cadrage problématique nouveau par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant. Hein, pour l'instant, on a vu, est-ce que c'est légitime d'imposer la parité en entreprise? Première problématique qui tenait la route et qui était possible. On a vu une deuxième proposition qui était de dire, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible même d'imposer la parité en entreprise? Deuxième possibilité de cadrage problématique qui tient la route sur un dossier pareil. Et là, Jade, tu nous proposes un troisième cadrage problématique possible qui lui aussi tient la route tout à fait, c'est comment agir pour faire se résorber les inégalités entre les hommes et les femmes. Sauf qu'il manque juste la précision du cadrage thématique étroit, j'allais dire, c'est-à-dire les inégalités économiques, c'est ce mot qui manque en fait, entre les hommes et les femmes, ou bien les inégalités hommes-femmes au sein, pardon, je fais des dessins sans faire exprès, les inégalités hommes-femmes au sein de l'entreprise ou dans le monde du travail, d'accord? Donc voilà ce défaut auquel vous ferez très attention le jour du concours, s'il vous plaît. Je vous montre un dernier exemple, celui de Pierre qui ici propose un cadrage problématique qui n'est pas très différent de celui qui portait sur le réalisme de l'évolution vers la parité. La parité peut-elle encore se renforcer? Alors ici, petit point de grammaire à nouveau. Regardez bien, ici, il manque un tiret. Il manque un tiret entre le verbe et le pronom de rappel que vous voyez ici. Donc n'oubliez pas le tiret, mais au-delà de ça, la parité peut-elle encore se renforcer? C'est pas mal, mais il me manque le cadrage thématique étroit autour de la vie professionnelle. Voilà. Autre exemple, un dernier, et après on passe à autre chose, mais c'est important de passer un peu de temps sur cette question titre qui doit ouvrir votre synthèse. Est-il concevable que la parité homme-femme, et vous voyez que Louis fait la même erreur grammaticale que Thomas tout à l'heure dans le chat. Donc Louis, hop là, voilà, ça c'est un rappel pour Louis, c'est valable pour Ethel, mais c'est valable aussi évidemment pour Est-il. Donc pas de T ici, mais est-il concevable que la parité homme-femme soit respectée dans le monde du travail
on retrouve le cadrage thématique et problématique numéro 2 parmi ceux que j'ai évoqués. Et j'ai ici une question titre qui me convient très bien, à l'exception de la faute de grammaire, et qui vous montre qu'on peut tout à fait faire des choses simples, efficaces, et qui comblent le jury. En tout cas, c'est mon cas lorsque je lis cette problématique. Donc une bonne problématique, elle est d'abord présente au début de la copie, elle est détachée de l'introduction, il suffit de sauter une ligne par exemple, elle est sous forme de question, n'oubliez pas s'il vous plaît la forme interrogative, elle est relativement simple et courte, elle opère un cadrage thématique aussi précis que possible et un cadrage problématique, je ne sais pas si vous lisez encore mes hiéroglyphes, mais un cadrage problématique est-il concevable que? Ok, est-ce que c'est bien compris pour le titre? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous répondrai autant que possible. Alors, j'ai maintenant à vous parler un petit peu de la rédaction de votre analyse de texte comparé, la rédaction de l'introduction, de votre développement structuré en plusieurs parties, de la conclusion. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble dans le temps qui nous reste, en commençant par un morceau important de votre devoir qui est l'introduction. Une introduction, c'est un paragraphe, hein, et là on a un bon modèle. J'ai un paragraphe qui fait peut-être une dizaine de lignes. Au sein de ce paragraphe, je trouve une question, je retrouve en fait la problématique que j'ai proposée dans le titre, mais qui peut tout à fait être rappelée dans l'introduction. Après, une première phase qui va constituer une sorte de présentation du thème et qui va amener le problème. Et l'introduction, elle s'achève par une troisième partie, un troisième mouvement, qui est l'annonce de plan. L'annonce de plan, alors ici je suis en train de trouver ce mot qui me fait un peu mal dans un premier temps, T-A-N-T, c'est dommage, T-E-M-P-S, mais donc je comprends que j'ai bien ici, et j'en félicite vivement Louis, j'ai bien une introduction qui ressemble à ce qu'on attend d'une introduction, à savoir présentation du thème, du dossier. Depuis toujours, le marché du travail est composé d'une inégalité majeure, la parité homme-femme. C'est un problème qui fait l'objet de nombreux débats aujourd'hui en France, car il est vu comme une discrimination et une injustice envers les femmes. C'est pas parfait, mais on vous demande pas de faire quelque chose de parfait, hein. Soyez bien conscients de ça. Au concours, on n'attend pas la perfection, on attend quelque chose qui témoigne d'une cohérence avec la consigne et qui se démarque un peu du reste. Et là, pour l'instant, ça me convient très bien. J'ai bien une présentation du thème du dossier, la parité homme-femme, et j'amène l'idée d'un problème, d'une problématique que Louis va reprendre, répéter ici. Comment peut-on aboutir à la parité homme-femme dans le monde de l'entreprise? Et ensuite, j'ai bien, troisième étape, une annonce de plan qui présente la structure du devoir. Dans un premier temps, il est nécessaire de constater, je pense, attention à l'orthographe, que c'est un principe qui est respecté pour de multiples raisons. Cependant, articulation logique, je comprends que Louis va ici m'annoncer sa deuxième partie. S'il est possible d'y aboutir, son efficacité est remise en cause. Néanmoins, troisième partie, il est important de souligner qu'il faut remédier à cette inégalité. Bon, donc c'est pas mal. Si je devais donner un conseil à Louis et à vous tous, c'est peut-être d'alléger cette annonce de plan qui comporte ici beaucoup de fioritures et qui gagnerait à être resserré sur le muscle et sur le nerf, c'est-à-dire sur les idées. Et ici, les idées, vous n'avez pas besoin de dire « dans un premier temps ». Vous n'avez même pas besoin de dire « il est nécessaire de constater que ». L'idée, elle est où l'idée? Elle est là l'idée. C'est un principe qui est respecté pour de multiples raisons. Elle est là l'idée, elle pourrait être exprimée
plus clairement, plus explicitement, plus précisément. N'hésitez pas à réemployer dans votre annonce de plan les mots-clés qui sont dans votre question titre. La parité homme-femme est un objectif effectivement poursuivi par les entreprises. Par exemple, je reformule un peu le grand 1 de Louis, mais c'est pour vous montrer qu'on peut être plus précis, plus fin, plus explicite lorsqu'on débarrasse l'annonce de plan des fioritures et du méta-discours, comme on dit, c'est-à-dire le discours sur le discours. Au lieu de donner l'idée toute nue, on dit qu'on va donner une idée dans un premier temps, je montrerai bien que, etc. Mais si vous débarrassez l'annonce de plan de tout ça et que vous gardez juste l'idée, c'est sur l'idée qu'il faut travailler pour la rendre aussi précise que possible et aussi juste. Donc pour ça, il est toujours bon de réemployer les mots-clés du sujet dans son annonce de plan. Allez, on va lire peut-être une autre introduction. Qu'est-ce que vous diriez de regarder avec moi l'introduction de Lucile, par exemple? Vous vous souvenez de Lucile? Voici son introduction. Alors ici, il y a un retour à la ligne qui n'est pas indispensable, hein. On peut tout à fait faire l'introduction en un seul paragraphe, à condition qu'on comprenne bien à quel moment vous passez de la problématique à l'annonce de plan. Et pour ça, c'est très simple, hein. Si la problématique, vous l'exprimez sous forme interrogative, on comprend tout de suite, si vous n'avez qu'une seule question dans votre introduction, que c'est le rappel de la problématique, a fortiori si elle est cohérente avec le titre annoncé en haut de la copie, évidemment, et on comprend qu'après, ce sera l'annonce de plan. L'enjeu de l'égalité homme-femme dans la société est un combat mené depuis des siècles. Cet idéal d'égalité entre les sexes fait d'ailleurs partie, attention, parti IE, c'est pas le parti politique, fait d'ailleurs partie de la devise française. Cet objectif s'inscrit aujourd'hui dans un contexte où le taux d'activité des femmes n'a jamais été aussi élevé. Cependant, on constate une sous-représentation des femmes dans les instances de décision, autant dans le domaine politique que professionnel. Il faut donc aussi bien s'intéresser à la sphère privée que professionnelle. Mais l'État a-t-il le devoir et le pouvoir de mettre en place cette parité homme-femme dans les entreprises? On va s'arrêter là pour l'instant sur la copie de Lucile. Vous voyez qu'il y a deux bonnes choses dans cette introduction, d'autres qui peuvent être améliorées. Qu'est-ce qui est bien? D'abord, je retrouve la structure attendue pour l'introduction, présentation du thème du dossier, et on commence à installer l'idée d'un problème, hein, cependant, malgré le fait que ce soit un idéal d'égalité qui existe depuis toujours, on a une sous-représentation des femmes dans les instances de décision, donc j'ai bien un travail de problématisation, et j'ai bien ici le rappel de la problématique suivi de l'annonce de plan. On est assez bien sur le cadrage thématique, égalité homme-femme, mais pas tout à fait assez précis, puisque tu nous parles, Lucile, aussi bien du politique que du professionnel, alors que ce dossier, il porte en fait uniquement sur le professionnel. Bien sûr, on fait référence parfois à la parité en politique, mais c'est pour voir quel éclairage la parité politique peut apporter aux problèmes liés à la parité professionnelle. Ok? Donc ça, c'est un petit défaut dans la partie présentation du thème et construction du problème. Ensuite, un deuxième axe d'amélioration pour toi, Lucile, ce serait de renforcer la cohérence entre la problématique et le titre. C'est-à-dire que le titre est censé présenter le problème sous-jacent au dossier. Et ici, moi, je vois deux problèmes bien différents. Premier problème exprimé dans le titre, la légitimité de la mise en place de la parité homme-femme dans le monde professionnel. On l'a reformulé tout à l'heure sous forme interrogative, ça donnait « Est-ce qu'il est légitime de chercher la parité exacte entre les hommes et les femmes dans l'entreprise ?» Et là, tout autre problème. L'État a-t-il le devoir et le pouvoir? En tout cas, il y a quand même l'ajout de la réflexion sur l'État qui tombe un peu du ciel. Hein, qui tombe un peu du ciel, c'est ce que je pense que tu peux faire progresser, Lucile, dans la mesure où on n'est pas du tout préparé par tout ça à l'arrivée comme ça de la question de l'État là-dedans. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu restrictif
d'adopter une problématique qui tournerait exclusivement autour de la capacité de l'État, de la capacité ou de la légitimité de l'État à mettre en place la parité homme-femme. Donc attention à la réduction du problème à sa dimension politique. Je vois qu'il y a des questions intéressantes qui tombent sur le plan et j'y répondrai évidemment dans un instant. Nous verrons dans un premier temps, je lis l'annonce de plan de Lucille, nous verrons dans un premier temps que l'État a un rôle à jouer dans la lutte des inégalités hommes-femmes en entreprise. J'aurais préféré dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes en entreprise, mais qu'il est limité de par le caractère privé des entreprises. J'ai ici une annonce de plan qui a le mérite de la clarté et qui a le mérite de la cohérence avec la problématique annoncée juste au-dessus, mais pas, malheureusement, avec la problématique annoncée dans le titre du devoir. Voilà, alors, le temps passe et je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais j'ai encore des choses importantes à vous dire. Restez avec moi, s'il vous plaît, encore quelques minutes pour que je puisse vous parler du développement, de la conclusion et répondre aux très bonnes questions de Maxime, Louis et compagnie. Le développement, je vais essayer de me concentrer sur deux écueils majeurs qui s'offrent à vous, qui sont des pièges et que vous éviterez sans aucun problème si vous êtes bien attentif pendant les 5 à 10 minutes qui viennent. Premier écueil, c'est de se tromper d'épreuve et de proposer une synthèse ou une dissertation, je ne sais pas, mais qui oublie de faire référence explicitement au document. Hein, Jade, tu t'es peut-être reconnu quand j'ai parlé de ça tout à l'heure. On a une copie ici qui me paraît... Ah, pardon, je vous l'affiche. On a Jade, une copie qui est, j'ai déjà loué ses grandes qualités extérieures et visuelles, mais quand je la parcours un peu plus en détail, ce qui me fait peur, c'est l'absence quasi totale, je dis quasi totale parce que j'en vois un ici, de nom propre, de nom d'auteur. Hein, alors il y a Brigitte Grésy, que tu mentionnes à plusieurs reprises et qui vient peut-être du dossier, mais c'est quasiment tout. Et en fait, tu as digéré dans ta copie des idées qui sont présentées dans le dossier, mais tu n'as pas mis en scène ces idées en les rattachant à leur auteur. Or, c'est une obligation absolue dans cette épreuve de rattacher chaque idée du développement à l'auteur de cette idée, d'accord? Et de bien rattacher l'idée, en tout cas au document dont l'idée est issue. Alors, il y a une façon de le faire qui est importante, mais d'abord, le premier sujet, c'est ne pas oublier de faire référence explicitement au document. C'est le défaut de la copie de Jade, c'est aussi le défaut de la copie de Lucille, qui présente de grandes qualités. Vous voyez qu'on a ici un beau développement structuré, avec bien des idées, bien des arguments, c'est documenté. On nous parle de la loi Copé-Zimmermann, etc. Mais on ne me parle pas des documents du dossier. Et ça, c'est un défaut important puisque cette épreuve vise justement à tester votre capacité à mettre en scène un débat qui est représenté par les différents textes du dossier, mais en rendant à César ce qui est à César. Vous êtes neutre, vous êtes transparent, vous êtes juste là pour organiser cette matière et la mettre en scène et pour montrer comment s'organisent les idées au sein de ce dossier. Mais donc, ce qu'on attend de vous, c'est des références constantes au document. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, dans la copie de Quentin. C'était tout à fait bien fait. On constate d'abord avec Alexandre Philippou, je ne suis pas sûr de bien lire le nom de l'auteur ici, dans le Huffington Post, que les femmes sont sous-représentées au sein des conseils d'administration. Alors, il y aurait bien des choses à redire, et pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est le nom d'un journal, et donc on le souligne, mais au moins, j'ai des références. On retrouve ici Brigitte Grésy dans son article pour
Le Monde, il faudrait souligner Le Monde aussi, j'ai bien des références explicites aux documents du dossier. Regardez ça, c'est très bien fait. En effet, elles assurent 80% des tâches domestiques et comme le dit le sociologue, on pourrait dire comme l'écrit le sociologue Jean-Claude Kaufmann, faire ménage, c'est faire le ménage pour une femme. Alors voilà au passage l'illustration du fait que je disais tout à l'heure que on peut utiliser la citation. Vous voyez qu'ici Quentin effectue une citation faire ménage, c'est faire le ménage, mais cette citation, elle est légitime, elle est justifiée par le fait que vous avez là une formule, on dirait quasiment un slogan publicitaire, sauf que c'est évidemment un slogan plutôt politique et analytique et sociologique, mais bref, c'est légitime de citer une formule pareille parce qu'on la dénaturerait en la reformulant d'une certaine façon. Ce que vous voyez aussi, c'est que quelque chose que fait très bien ici Quentin, c'est le sociologue Jean-Claude Kaufmann, c'est-à-dire qu'il y a un effort pour contextualiser et pour préciser le point de vue illustré par cet apport-là. Ici, le point de vue sociologique. Donc ça, c'est un travail qui est bien fait, pas mal fait du tout dans ta copie Quentin et dont je te félicite et dont vous devez vous inspirer, Jade, Lucille, pour faire apparaître ce qui a disparu de votre copie et qui pourrait vous coûter cher le jour du concours, sauf que vous ne ferez plus cette erreur, et c'est là que c'est merveilleux de faire des erreurs, parce que on évite de les refaire après, et on gagne des points et des chances d'intégrer l'une de ces très belles écoles. Donc ça c'était ce que je voulais vous dire sur la présentation des documents. Une précision quand même, c'est qu'il y a une forme attendue pour les références aux documents qui n'est pas celle que tu emploies ici, Sarah, lorsque tu mets entre parenthèses le numéro du document. Ça, c'est pas ce qui figure dans les corrigés que vous pouvez par exemple consulter sur le hub Écricom que je vous encourage à pratiquer assidûment. Regardez à quoi ressemble le modèle d'une analyse de texte comparé tel qu'il est proposé par le jury chaque année. Vous verrez qu'on attend de vous que vous intégriez les références aux documents à votre rédaction, comme le faisait Quentin tout à l'heure, et que vous montriez en fait que vous êtes capable de situer un document et de retenir dans les informations multiples qui vous sont communiquées dans le sujet, celles qui sont utiles, parce que vous avez tout un péritexte, comme on dit. Un péritexte, c'est-à-dire tout ce qui entoure le texte et qui vous donne des indications, mais tout n'est pas utile. D'accord? Le 7 mars plutôt que le 18 avril, on s'en fiche. Par contre, que ce soit une tribune utilisée dans Le Monde par Brigitte Grésy, qui est inspectrice des affaires sociales, ça c'est intéressant. On a là un haut fonctionnaire qui donne son point de vue sur la question. Et donc le point de vue d'un haut fonctionnaire n'est probablement pas le même point de vue que le point de vue d'un publicitaire, puisque c'est le cas de Pascal Veil que vous voyez ici. On est dans le même journal, Le Monde, mais vous avez là un haut fonctionnaire et ici une publicitaire. Donc c'est forcément des points de vue différents. Et là, c'est un article dans l'Express, à la limite, Olivier Mirguet, c'est pas tellement ses opinions qui sont données. Donc si je ne trouvais pas le nom d'Olivier Mirguet dans votre devoir, ça ne me choquerait pas du tout, à condition que vous mentionniez bien le document quand même, en disant par exemple l'article de l'Express sur les pratiques permettant de booster la parité en entreprise, c'est au moins aussi intéressant que de donner le nom du journaliste, puisqu'ici, il n'exprime pas spécialement des idées personnelles, il est plutôt, comme vous le voyez, en train de rapporter des choses, il a fait son travail d'enquête de journaliste, et voilà. Voilà, vous m'avez compris, je passe pas trop de temps parce que le temps est rare et précieux et que l'heure que nous allons passer ensemble, que nous sommes en train de passer ensemble est presque terminée, mais j'ai encore des choses à vous dire et des questions auxquelles je vais répondre. Donc restez avec moi encore un petit moment.
Je vous ai dit qu'il y avait 2 grands écueils. Je pense qu'on s'est compris. Vous me le confirmez, s'il vous plaît, dans le chat. On s'est compris sur le premier écueil, qui est l'oubli des références explicites au document. Faites explicitement référence au document. Je veux voir des noms d'auteurs, des noms des journaux, des titres d'ouvrages, ceux qu'il vous paraît important de garder pour situer correctement la source des idées que vous allez utiliser. L'autre écueil, l'autre défaut courant, c'est celui qui consiste à échouer à respecter finalement la recommandation qu'on lit entre les lignes à travers cet adjectif structuré. Un développement structuré, ça veut dire un développement organisé et un plan qui est logique, qui est cohérent, qui est progressif et qu'on parvient à comprendre à la lecture de votre copie. D'accord? Et là, il y a des choses qui sont plus ou moins bien faites dans ce que vous nous avez proposé. J'ai déjà dit tout à l'heure à Marine que ce plan apparent, évidemment, c'est une solution pratique pour rendre le plan compréhensible, mais ce n'est pas conforme à l'attente du jury qui souhaite que tout soit rédigé dans cette épreuve. Et vous verrez au passage que la rédaction, voici le plan apparent proposé ici par Marine, vous verrez que de passer de ces titres comme ça, une domination masculine par exemple, à des phrases complètes, sujet, verbe, complément. Aujourd'hui, les hommes dominent encore le monde de l'entreprise, par exemple. Si je fais ça, je donne des précisions. Je donne des précisions spatio-temporelles, je précise mon idée, et la forme verbale, la forme phrastique, pardonnez-moi, je suis un peu grammairien, mais la phrase est toujours plus fine, plus complète que le groupe nominal. Un groupe nominal, ça donne un thème, une phrase, ça donne une idée. Et dans votre développement, il faut que chaque partie puisse être réduite à une idée, que chaque sous-partie éventuelle de vos grandes parties corresponde elle aussi à une idée qui s'exprime sous la forme d'une phrase. Une phrase qui donne l'idée directrice de la partie ou de la sous-partie. Donc plutôt que le constat de la parité homme-femme dans notre société, il faudrait dire, la parité homme-femme n'est pas respectée aujourd'hui dans les entreprises françaises. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec le constat de la parité homme-femme dans notre société. Je voudrais revenir sur cette histoire de phrase-titre qui n'est pas un titre apparent, donc on évite, la numérotation, on évite les grands timbres, petit a, on ne souligne pas les titres, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phrases qui donnent l'idée directrice de la partie, et je vous disais, la meilleure forme pour ces phrases, c'est la forme de la phrase grammaticale complète. Donc ici, Sarah, quand tu écris l'inégalité homme-femme au sein de l'entreprise, c'est encore le même défaut que chez Marine, c'est le titre expression, le titre nominal, groupe nominal, alors qu'on attend une phrase grammaticale rédigée. Si je regarde, Sarah, l'annonce de ta deuxième partie, est-ce que je peux la retrouver, ta deuxième partie? De plus, de nombreux stéréotypes, comment... C'est là. Le début de ta deuxième partie, c'est ici. Et je te recommande plutôt l'utilisation d'une phrase générale que la mention d'un exemple particulier. En janvier 2011 était adoptée la loi Copé-Zimmermann, qui imposait un minimum de femmes dans chaque entreprise, les objectifs, etc. Pour attaquer une partie, il est bon souvent de présenter son idée générale sous une forme très générale, justement, plutôt que par une illustration précise. Alors on va voir peut-être que Quentin, par exemple, comment il s'en sort sur les phrases-titres? Eh bien, même problème, hein, devant ces constats, la loi Copé-Zimmermann a vu le jour en imposant aux entreprises. Pour une attaque de partie, c'est un peu dommage. Je préférerais l'annonce claire, simple, de l'idée directrice de la partie. C'est ce que fait très bien notre ami Pierre, dont je voudrais vous montrer le travail parce que c'est à plusieurs titres assez exemplaire. Et notamment, regardez ça. J'ai ici une introduction. Pierre, si tu nous en donnes la permission, il faudra qu'on publie ta copie
et que nos camarades puissent la télécharger parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais notamment, voilà, cette façon de présenter ici le déroulement de ton développement, en commençant par un petit paragraphe qui me donne le mode d'emploi, en quelque sorte, de la première partie. Indéniablement, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Leurs facteurs sont bien identifiés. Ça pourrait être précisé, hein, il me manque le monde professionnel, le monde du travail, de l'entreprise, mais j'ai un genre de mode d'emploi et je vais retrouver au début de chacune des deux sous-parties une phrase qui me donne à nouveau le mode d'emploi de la sous-partie. Dans tous les secteurs de l'économie, les femmes subissent des différences de traitement. Et là, j'ai l'idée directrice de ma première sous-partie. Deuxième sous-partie, de nombreux facteurs culturels sont responsables de cela. J'ai, de façon plus précise que dans le paragraphe introductif, l'idée directrice de ma deuxième partie. Ici, si les facteurs identitaires et culturels sont responsables des problèmes de parité, ça c'est le rappel de ce que je viens de voir dans la première partie, les moyens mis en œuvre pour les résoudre, attention à l'orthographe, interrogent sur leur efficacité et leur impact. Je l'aurais préféré peut-être au singulier. Les résultats politiques sont mitigés, première sous-partie, cependant les quotas peuvent être négatifs pour l'entreprise. Et puis ici, face, ça ne prend pas d'accent, mais sinon, j'ai à nouveau un paragraphe introductif. Face à ces limites pratiques, des solutions permettent de profiter des avantages de la parité, annonce de l'idée directrice du grand 3. Et ici, les impératifs, première sous-partie, sont la fin des stéréotypes. Deuxième sous-partie, enfin, la parité semble bénéfique pour l'entreprise. C'est pas irréprochable, mais c'est quand même très bien, et je te félicite Pierre pour la clarté de l'exposition du plan dans ton développement. Il reste plein de questions, je vais essayer d'y répondre, je vous dis juste un mot sur la conclusion, mais ce mot sur la conclusion, il sera très rapide. Pourquoi? Parce que la conclusion peut très bien être très rapide, elle se doit même d'être très rapide dans le temps très court qui vous est imparti pour cette épreuve. Ne vous étendez pas dans une conclusion fleuve, au contraire, suivez le bon exemple de notre ami Pierre qui se contente de faire 2 phrases de conclusion. Ainsi, la société peut se rapprocher de la parité en surmontant ses limites culturelles. Cela favorisera la diversité des talents au sein de l'entreprise. C'est cohérent avec la question qui était posée ici par Pierre, la parité peut-elle encore se renforcer? J'ai dans la conclusion une réponse synthétique à la question. J'ai une forme de bilan de la réponse que Pierre est en mesure d'apporter à la question qu'il a lui-même posée au début de son devoir, à la lumière d'une étude, du dossier, avec des références explicites au document. Bref, vous l'aurez compris, Pierre est en pole position pour décrocher une place à Kedge ou à Neoma. Alors, je finis en répondant à quelques-unes de vos questions. Tous les documents, demande Valentine, tous les documents doivent-ils être mentionnés dans chaque partie? Non, pas nécessairement, et c'est pas grave si certains documents sont absents de certaines parties ou de certaines sous-parties, mais il faut essayer de faire des ponts entre les documents et d'avoir, en règle générale, plusieurs documents mentionnés dans chacune de vos sous-parties. Déjà, ça, c'est une règle que vous pouvez avoir en tête. J'essaye d'avoir plusieurs documents mentionnés au sein de chaque sous-partie. Plusieurs, ça veut dire idéalement plus de 2, 3 documents, 4 documents peut-être dans une sous-partie, c'est très très bien. Par ailleurs, je l'ai déjà dit mais je le redis, l'exhaustivité est un objectif que vous devez suivre, c'est-à-dire que si un document n'est présent nulle part dans votre synthèse, c'est dommage. Jade demande si l'annonce de plan est obligatoire et si elle est nécessaire. Oui, ma chère Jade, l'annonce de plan est nécessaire et elle est obligatoire au sens où elle fait vraiment partie des attentes du jury pour cette épreuve. Maxime demande, peut-on faire un plan constat-cause, conséquence
solution. Et j'ai l'impression que cette question de Maxime rejoint la question de Louis qui demande est-ce qu'il y a des modèles de plan idéal, genre si cependant dès lors, ou oui mais donc. Et puis je crois avoir vu une autre question analogue. Alors, ici, pour répondre à Maxime et à Louis, je dirais que oui, ces grandes rubriques analytiques que sont causes, conséquences, solutions, elles peuvent tout à fait vous être utiles pour bâtir un plan. Et vous voyez d'ailleurs que dans la copie que j'ai citée, qui est la copie de Pierre, vous avez une utilisation de ces grandes rubriques intellectuelles que sont les causes, les causes ou bien les facteurs. Hein. Facteurs et causes, ça veut dire exactement la même chose. Les remèdes, c'est la même chose que les solutions, les possibilités, projets, avantages, inconvénients. Toutes ces grandes catégories intellectuelles peuvent vous être très utiles pour bâtir un plan, mais j'ajoute aussitôt qu'il faut faire un effort pour adapter ces grandes rubriques et ces plans types, en quelque sorte, pour les adapter au cas particulier du dossier, du sujet que vous avez à traiter. Et donc, est-ce qu'il sera pertinent de parler des causes du phénomène? Pas systématiquement. Est-ce qu'il sera pertinent de parler de conséquences ou de remèdes, etc.? Pas systématiquement. Tout dépend en fait du dossier et de la question que vous allez choisir de traiter et de mettre en avant. Alors, Louis, pour répondre plus précisément à ta question, tu dis « si cependant dès lors » ou « oui mais donc ». Ce qui revient exactement au même. Hein. Les deux suites de connecteurs logiques là sont équivalentes et présentent un plan qu'on appelle dans le jargon de la dissertation le plan dialectique, au sens où il permet d'opposer dans les deux premières parties deux thèses adverses et de déboucher sur une conséquence de cet antagonisme. Cette formule dialectique, elle est possible et elle est adaptée à certaines problématiques. Hein, par exemple, si je reviens sur la problématique de Pierre, puisque c'est cet exemple que j'étais en train de prendre. La parité peut-elle encore se renforcer? C'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et donc elle appelle un traitement dialectique. Oui, la parité, on peut encore faire des choses. En même temps, il y a des obstacles, il y a de vrais facteurs de résistance à la parité, donc il y a des solutions qu'on peut imaginer. Ça, c'est parfaitement possible, mais ce n'est en aucun cas une obligation et ce n'est en aucun cas un plan à adopter de façon systématique. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à vos questions. J'ai déjà un peu dépassé, donc je m'arrête, mais ce fut un plaisir de passer ce petit moment en votre compagnie. Je vous encourage, comme j'ai déjà fait, à bien vous entraîner. Inutile, vous le voyez, d'en faire trop parce que cette épreuve est abordable, elle est tout à fait à votre portée, mais s'entraîner avant le concours et bien comprendre les attentes du jury vous sera évidemment profitable. Donc n'hésitez pas à vous reporter aux ressources qui vous sont proposées sur le hub Écricom et je vous souhaite une excellente préparation au concours et toute la réussite évidemment qu'on peut vous souhaiter. Je vous quitte en vous rappelant qu'il vous reste moins de 10 jours pour vous inscrire, donc n'oubliez surtout pas de procéder à votre inscription si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir Jade, au revoir Valentine, Héloïse, Louis, Maxime, Margot et tous les participants et à bientôt.